Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire co-organisé par l'incubateur HEC Paris et le cabinet L'Excelliant. Je suis avec Maud Sorel, Irina Serban et Camille Morvan. Nous allons parler des erreurs fatales à éviter dans la négociation de mon pacte d'associés. Vaste sujet. Le webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver dans la newsletter de l'incubateur HEC.fr. J'allais dire .fr, mais non, c'est sur Substack, sur la newsletter de l'incubateur HEC et sur les différents réseaux sociaux de l'incubateur HEC Paris et de l'Excelliant. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, dont l'onglet converser, à conférenciers et participants. Comme ça, on évite les doublons et les redondances. Je suis ravie d'être avec vous, les filles. Un webinaire 100% féminin. Qu'est-ce que c'est cool, ça change. Voilà, je vais vous laisser la parole. S'il y a des questions d'incompréhension, je n'hésiterai pas à vous couper. Si quelque chose n'a pas été clair ou que le son a coupé, etc., et que je m'en aperçois, je vous coupe. En revanche, pour toutes vos questions par rapport au contenu du webinaire, n'hésitez pas à bien les poser dans Converser et on s'engage à essayer de toutes les prendre à la fin du webinaire. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Je reste pas loin, mais je coupe ma vidéo pour éviter toute interférence. Merci encore les filles, je vous laisse, the stage is yours. Merci Lisa, bonjour à tous. Un grand merci encore à Lisa et à l'incubateur HEC de nous avoir invités à ce nouveau webinaire. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est les erreurs fatales à éviter dans la négociation de mon pacte d'associés, est un sujet que nous on traite au sein de notre cabinet de manière quasi quotidienne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va dire rapidement 2 mots sur notre cabinet. Certains d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Donc, nous sommes avocates au sein du cabinet L'Excelliance, qui est un cabinet d'avocats d'affaires parisien. Donc, aujourd'hui, vous avez en face de vous l'équipe Fusion, Acquisition et Private Equity du cabinet, qui est composée de Maud, Sorel et de moi-même. Et je préciserai que la spécificité de notre équipe est que nous sommes extrêmement spécialisés sur le conseil qu'on donne aux entreprises et plus spécifiquement à leurs fondateurs et dirigeants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Camille Morvan, fondatrice et co-CEO de Gochaba, que nous accompagnons depuis déjà plusieurs années. Et Camille, je vais te laisser te présenter ainsi que Gochaba. Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Irina, merci Lisa pour l'intro. J'ai pas une super connexion, donc vous me direz si ça coupe. Je suis à la campagne. Alors, Gochaba, c'est une technologie d'évaluation de compétences, donc qui permet d'évaluer les compétences soit de candidats ou de candidates ou de talents en interne, qui est basée sur les sciences cognitives et le jeu vidéo. Et donc, on travaille avec des grands groupes. On a comme clients, on a Accenture, Orange, BNP, voilà, ce type de compte-là. Notre idée étant de révolutionner la façon dont le recrutement se passe et de donner sa chance à chacun, chacune, indépendamment de son CV, de son pédigré. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec des grands comptes. Moi, je suis chercheuse en neurosciences. Oui, tu peux passer du coup la slide là. Et donc, chercheuse en neurosciences, j'étais prof à Harvard. J'ai travaillé sur la prise de décision. Et Gochaba est né de… En fait, j'ai travaillé comme chercheuse et comme chasseur de tête aux États-Unis et je me suis rendu compte que le recrutement était fait de manière très irrationnelle et qu'en prenant des méthodes de sciences cognitives, on pouvait le rendre beaucoup plus précis, fluide et à l'échelle. Et donc, j'ai créé Gochaba avec mes 2 comparses, Jamil Kemal et Min Fan, qui viennent du monde du jeu vidéo. Donc, l'idée, c'est d'utiliser du jeu vidéo pour évaluer les candidats et candidates. Et on a le plaisir de bosser avec Irina depuis le tout début, en fait, de la boîte. Voilà, Irina qui nous a sorti de plein de mauvais pas avec beaucoup de diplomatie. Merci Camille pour cette présentation. Donc, on va poursuivre. La spécificité de notre atelier d'aujourd'hui par rapport à d'autres webinaires que vous avez pu assister sur le même sujet est le fait qu'on va mettre aujourd'hui un gros coup de projecteur sur les clauses les plus dangereuses et les plus dures à négocier face à vos investisseurs et sur lesquelles, généralement, les négociations sont toujours très tendues du fait de leurs implications financières. Donc, notre présentation va donc être assez unique, mais on a choisi d'aborder des sujets difficiles, car c'est ce qui vous sera le plus utile par la suite dans le cadre de vos négociations face à vos investisseurs. Surtout, donc, comme Lisa vous l'a indiqué, notez bien vos questions au fur et à mesure, car le sujet est assez technique, et n'hésitez pas à nous en parler à la fin de notre présentation pour qu'on puisse répondre en direct à vos questions. On me demande souvent en pratique à quel moment
un entrepreneur va devoir signer un pacte d'associés. En réalité, il y a plusieurs étapes et ça arrive en fait, la décision doit être prise en fonction du stade du développement de la société. Donc, il y a évidemment un premier moment lorsqu'on crée la société, lorsqu'on lance un projet et qu'on est plusieurs associés. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle, nous, un pacte fondateur qui a pour objectif donc de régler les équilibres entre les différents cofondateurs. Il y a un autre moment important, qui serait le deuxième, c'est le moment d'une première levée de fonds, par exemple. Et dans ce cadre, donc le pacte va être conclu entre, d'une part, le groupe des fondateurs et, d'autre part, le groupe des investisseurs, et qui ont évidemment, ces différents groupes ont des intérêts divergents. Ça peut arriver aussi qu'en cas de levée successive, qu'un nouveau pacte soit de nouveau conclu en fonction évidemment des demandes des nouveaux investisseurs. Donc, il faut faire très attention lorsque vous allez signer votre premier pacte avec vos investisseurs, puisque le pacte antérieur servira toujours de base à la rédaction du suivant. C'est un précédent de l'importance d'avoir un pacte bien négocié. Et il y a un autre moment important dans la vie d'une société quand on est amené à signer un pacte, ça peut être un moment d'un exit ou d'un LBO. Donc, c'est souvent après une session, les fondateurs, ça arrive souvent en fait que les fondateurs restent manettes de leur société pendant un certain temps. C'est ce que nous, on appelle la période d'accompagnement. Et évidemment, dans ce cas-là, donc, s'ils gardent une partie minoritaire de leurs actions, donc s'ils gardent une petite partie de leurs actions, à ce moment-là, ils vont devoir dans ce cas-là, signer aussi un pacte, mais cette fois-ci, le pacte sera signé avec l'acquéreur, qui sera devenu l'actionnaire majoritaire, et les fondateurs minoritaires en période d'accompagnement. Donc, vous voyez, il y a donc 3 moments clés, 3 moments majeurs. Donc, c'est lors de la création, lors des différents tours de table et lors de l'exit qu'on peut être amené à signer un pacte d'associés. Et aujourd'hui, nous, on a décidé d'aborder le contenu du pacte uniquement lors des 2 derniers moments qu'on vient d'évoquer, donc lors de la levée de fonds et lors de l'exit, car l'enjeu pour les fondateurs est absolument énorme à ce moment-là. Donc, dans ce cas-là, les fondateurs vont devoir en fait négocier soit face à leurs investisseurs, soit face aux repreneurs, donc à l'acquéreur, d'où l'importance d'avoir une bonne compréhension des enjeux juridiques qui auront évidemment un impact majeur sur les enjeux financiers. Et je vais laisser Camille vous expliquer un petit peu comment elle a vécu ces différentes phases et comment elle a vécu justement la conclusion de son premier pacte d'actionnaires et ensuite des suivants. Merci Irina. Ouais. Donc nous, on a démarré, on a tout de suite fait un pacte d'actionnaires dès la création de la société. Et donc moi je recommande ça, enfin on en discutait un peu avec Irina tout à l'heure, à minima il faut en faire un forcément quand on lève des fonds, mais personnellement je trouve ça bien de le faire vraiment dès le tout début de la création de la société, parce qu'on n'est pas à l'abri de se rendre compte, en plus la première année comme il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est possible que quelqu'un démarre, ait une contribution importante au début et doivent quitter la société assez rapidement. Nous, ça nous est arrivé, on était 4 au début. Donc, c'est important d'avoir conclu un pacte, pas tant parce que le papier est signé, parce qu'au fond, ça, c'est pas forcément… finalement, on n'utilise pas forcément le pacte lui-même, mais c'est que le fait de faire un pacte, ça force tout le monde à se mettre autour de la table et à réfléchir à comment on se répartit le boulot, quel est le niveau d'implication de chacun, chacune. Est-ce que… nous, on n'a pas eu ce sujet-là, mais j'ai pas mal de potes qui ont des problématiques où il y en a 2 qui sont à temps plein et un qui est à temps partiel, par exemple. Donc, comment on gère ça? Donc, l'idée de discuter le pacte, c'est vraiment pour éviter de s'engueuler après. Enfin, s'engueuler après, non, ça arrive tout le temps, ça peut arriver, mais surtout d'éviter des blocages, des situations de blocage. C'est-à-dire que même si on s'engueule, on peut se référer à ah ben tiens, il y a un an, on avait dit que tac, tac, tac. Et ça évite d'avoir des sentiments d'injustice pour la personne qui part ou pour ceux qui restent. Voilà. Donc moi, je suis plutôt d'avis d'en faire un immédiatement pour bien poser à plat quelles sont les valeurs de chacune des fondateurs, fondatrices, comment on a envie de s'organiser ensemble, comment on se projette aussi sur le long terme. Et ça ne veut pas dire que parce qu'au moment de la création de la société, on imagine qu'on se projette sur 3 ans, ça ne veut pas dire que ça durera 3 ans, peut-être ça durera 6 ou 10 ou 1.
Mais en tout cas, ça permet de partir sur des bases communes. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Irina, que tu voulais que je partage à ce niveau-là? Oui, et c'est peut-être l'idée qu'une fois que vous avez fait votre première levée, voilà, vous êtes rentré dans un nouveau pacte. Ouais, donc nous, le premier pacte qu'on avait fait, on s'était vraiment laissé guider en fait par toi, Irina, à l'époque, avec je ne sais plus comment il s'appelait. C'est pas la peine de trop se prendre la tête sur le premier pacte parce que de toute façon, c'est hyper standard. Donc, il y a celui du Galion, il y a celui que votre avocat vous proposera. Donc, voilà, c'est pas la peine de se prendre la tête. Je pense qu'il faut partir sur un truc simple et qui est standard. Et ensuite, quand on a rediscuté avec les investisseurs, est-ce que tu veux que je parle de Good et Bad Liver maintenant, Irina? On va l'aborder juste après, On abordera Camille, après. donc c'est bon, Ok. oui. Donc après, quand on a négocié le second pacte avec les investisseurs, là, pour le coup, moi, je me suis un peu pris la tête pour réfléchir à ce que ça voulait dire des investisseurs. J'ai regardé ce qui était market practice, pas seulement en France, mais à l'étranger. Et ce qui a été important pour moi, en tout cas, au moment de la négo du deuxième pacte, c'est de prioriser. Enfin, j'ai vu tout de suite, pour moi, j'avais 2 points prioritaires qu'on va couvrir avec Irina. Et je me suis battue pour ces 2 points-là prioritaires. Mais l'idée, c'est pas de se battre sur tout, parce que forcément, les investisseurs, quand ils rentrent, ils ont leurs contraintes. Et que moi, je trouve qu'il faut bien choisir ses batailles, quoi. Parce que un des problèmes qu'il peut y avoir au moment de la négo du pacte, c'est que ça dure très longtemps. Nous, ça a été un petit peu long. Et ce qui est bien si on arrive à vraiment bien défendre ses intérêts, mais il ne faut pas aller dans une situation où en fait on grille la relation dès le début. Donc il faut quand même bien garder en tête que cette relation, c'est ça qui nous accompagne. Après, c'est les investisseurs et c'est important de bien s'entendre avec eux. Donc là, c'est important d'avoir un avocat qui peut éventuellement prendre les coups, qu'on ne soit pas soit en front line en fait dans la négo, ça peut être utile pour garder une relation cordiale avec les investisseurs parce que c'est eux après qu'on va avoir au board. Donc voilà, choisir Absolument. tes batailles. Merci Camille. Donc, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Maud va vous présenter les 5 points stratégiques. Donc, ce sont les 5 clauses stratégiques que vous devez impérativement maîtriser lorsque vous allez être face à vos investisseurs. Et Camille interviendra au fur et à mesure de notre exposé pour vous faire part de ses retours pratiques. Et à la fin, vous allez pouvoir, on sera ravis en tout cas de répondre à vos différentes questions. Donc, Maud, je te laisse poursuivre. Bonjour à tous. Donc, on va d'abord aborder la clause de good liver et de bad liver. Ensuite, on va vous parler de la clause de liquidité préférentielle qui permet d'encadrer la sortie des investisseurs. En troisième point, on vous parlera de la clause de liquidité rapidement qui permet d'encadrer la revente de la société. Ensuite, on va vous donner nos conseils en fait pour bien structurer votre gouvernance. Et à la fin, on va évoquer rapidement les clauses qui permettent vraiment de protéger spécifiquement les dirigeants. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet sur le good bad liver. C'est une clause dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Elle est très importante pour les fondateurs parce qu'elle peut quasiment les exproprier de la société. En fait, ce qui est important de comprendre en tant que fondateur, c'est que les investisseurs, quand ils rentrent dans une société, ils misent sur une équipe et sur un projet. Et en fait, la clause de liver, elle est là pour protéger la pérennité du projet. Après, donc, cette clause, en fait, c'est une clause qui prévoit une obligation de vendre les actions en cas de départ d'un fondateur de la société. Donc, si un des fondateurs part de la société, il va être obligé de vendre ses actions si les bénéficiaires de la clause de liver souhaitent les acheter à ce moment-là. Donc, c'est une clause qui est extrêmement importante puisqu'elle peut obliger un fondateur à vendre jusqu'à l'intégralité de sa participation au capital. Je laisse Irina poursuivre sur notamment qui peut activer cette clause. Oui, absolument. Donc, il y a encore deux éléments importants à comprendre. C'est de comprendre quand est-ce qu'on peut l'activer déjà. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut l'activer qu'en cas de départ. Donc, il faut absolument qu'il y ait un départ d'un fondateur. Il faut savoir que le départ peut être fautif ou non fautif. Donc, il y a un départ fautif, par exemple, s'il y a une démission du fondateur ou encore en cas de révocation de son mandat de dirigeant ou de licenciement de son contrat de travail. Et le départ non fautif, quant à lui, regroupe tous les cas de départ, tous les autres cas de départ involontaires, donc notamment les cas de maladie, bien sûr, invalidité, rupture conventionnelle. Voilà. Donc, dès qu'on se retrouve en situation de départ d'un fondateur, il faut savoir donc qu'il y a cette clause de good et bad liver
qui peut être activé. Il y a encore un élément important qu'il faudrait comprendre, c'est le prix auquel on va pouvoir acheter les actions du fondateur sortant. Donc, le prix de rachat de vos actions doit être négocié avec les investisseurs. Il est fixé évidemment en fonction des cas de départ et il a un rôle plus ou moins punitif en fonction de ces cas. Donc, ce qu'on prévoit en général, c'est que les prix sont différents. En fait, le prix est différent en fonction si on est dans un cas de départ fautif ou non fautif, évidemment. Donc, il est normal que les prix soient différents quand un associé a quitté la boîte parce qu'il a détourné les fonds de la société versus celui qui a eu, par exemple, un AVC et qui devient handicapé. Donc, le prix doit évidemment être plus élevé en cas de départ non fautif et moins élevé en cas de départ fautif. Très souvent, en cas de départ fautif, les associés restants souhaitent pouvoir acheter à un prix égal à la valeur nominale de l'action. Donc là, évidemment, on a un élément important de négociation et nous, on recommande toujours et on essaie toujours de négocier pour nos clients à ce que le prix soit fixé de manière décotée, mais par rapport à la valeur réelle qu'on essaye d'obtenir comme valeur de référence pour la fixation du prix, même pour la clause de lever. Et évidemment, en cas de départ non fautif, là, le prix peut correspondre jusqu'à 100% de la valeur réelle des actions. Il y a encore un élément important à comprendre, c'est qui peut racheter les actions de l'actionnaire partant. Donc là, on recommande souvent à nos clients donc, de prévoir 3 rangs de priorité, ce qui est très favorable pour les fondateurs. Le premier rang, il est important qu'il soit réservé justement aux fondateurs restants pour qu'ils puissent racheter les actions de l'actionnaire partant avant tout le monde et qu'ils puissent continuer le projet. Le second rang est généralement réservé pour la société et le troisième pour les investisseurs. Donc, ce qui est important aussi de comprendre lorsqu'on applique cette clause, c'est de savoir que cette clause est aussi un garde-fou pour les équilibres entre les fondateurs eux-mêmes. En fait, cette clause permet aussi d'éviter à ce qu'un fondateur quitte le projet et ses cofondateurs tout en conservant, par exemple, l'intégralité de ses actions. Elle permet donc aussi de protéger les fondateurs entre eux. Donc, l'engagement des fondateurs doit venir avant même l'arrivée des investisseurs, normalement, comme Camille vous l'indiquait, justement dans une logique de protéger le projet et la société contre le départ d'un fondateur, en tout cas d'une personne clé. Donc, il faut donc non seulement lire cette clause en se demandant qu'est-ce qui va se passer si je suis moi-même un jour, voilà, qu'est-ce qui va se passer si je suis moi-même un jour en situation de départ, mais qu'est-ce qui va se passer si mon cofondateur décide de partir? Voilà. Est-ce que je vais pouvoir racheter ces actions? Si oui, à quel prix? Donc, c'est extrêmement important en fait de bien pouvoir négocier et de bien pouvoir se mettre en position de racheter justement les actions de son cofondateur partant. Camille, tu veux peut-être nous faire part de tes réflexions lorsque tu as pu être confrontée justement à la clause de Good Bad Liver? Alors, il y a quelques points qui me paraissent hyper importants. Bon, j'insiste, mais je pense que les personnes qui sont là sur le Zoom… D'ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir, je ne sais pas, dans les personnes qui sont là, si vous avez déjà fait un pacte ou pas encore, si vous avez déjà monté votre boîte ou pas. Mais en tout cas, donc, effectivement, insister toujours sur cette idée de… Pour moi, pour les fondateurs, ce qui est important, c'est de bien poser votre intention sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Parce que toute la partie technique, votre avocat vous aidera. Donc, vous ne prenez pas trop la tête sur la partie technique. Pour moi, mon point de vue, c'est trouver un avocat en qui vous avez confiance, où vous savez que vraiment, vous allez pouvoir aller au fond des sujets avec cet avocat ou cette avocate-là. Et vous, en tant que fondateur, votre sujet, c'est de réfléchir à quelle est votre intention, comment vous vous projetez. Et après, le technique est fait par les personnes dont c'est le boulot. Dans ces discussions-là, je pense qu'il faut garder en tête qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'équilibre parfait. Donc, forcément, dans la discussion Good Bad Liver, il va y avoir des choses à lâcher de tous les côtés, hein. Que ça soit parce que je sais pas, moi, Monique a l'impression qu'elle a apporté vachement de valeur à la boîte et que c'est pas reconnu, parce que Antonin a envie de partir au bout de 2 ans, mais je sais pas quoi. Il n'y a pas de situation parfaite. Donc, l'idée de ce contrat, c'est qu'on trouve quelque chose qui satisfait suffisamment tout le monde et surtout,
surtout, et ça, tu en as parlé, Irina, que la société, en fait, c'est la société pour moi qui est prioritaire. Et pour que la société soit prioritaire, il faut que les fondateurs soient motivés pour bosser. Donc, c'est en ce sens-là qu'il faut être sûr que chacun des fondateurs et des fondatrices est confortable avec le deal. C'est pas parce qu'il faut qu'on soit confortable, c'est parce que si on n'est pas confortable, on va pas bien bosser. Donc, c'est pour moi le projet numéro 1, c'est s'assurer que la société survit. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais, Irina, sur quand vous négociez, quand vous discutez cette clause de good and bad liver, de bien vous mettre effectivement dans les deux rôles de si je pars, comment je vois le truc, si je reste, comment je vois le truc. Et c'est ça qui va permettre de trouver un compromis qui n'est pas parfait, mais qui est un compromis qui reste juste et qui fait que les personnes sont motivées. Donc, par exemple, si moi je pars et que j'ai 50% de la boîte, évidemment que je ne peux pas partir avec 50% de la boîte parce que mon associé ne va jamais vouloir continuer à bosser à fond s'il n'a que 50%. Donc, évidemment, je sais qu'il va falloir que je lâche des parts. Si je dois lâcher des parts, il faut évidemment que je prenne en compte le fait qu'il faut que quelqu'un puisse les acheter. Et donc, en fonction de l'argent, en fonction de ce que vaut la société, en fonction de l'argent qui est disponible à ce moment-là, notre associé ou les investisseurs ont, je vais devoir lâcher un prix qui ne me convient pas forcément, mais parce que mon idée, c'est que la boîte reste vivante et qu'elle continue à croître. Et peut-être juste un point là-dessus, quelque chose que je n'avais pas anticipé suffisamment par manque d'expérience, c'est à quel point une boîte, c'est vivant et qu'en fait, il se passe plein de trucs dans la vie des fondateurs. Vraiment, enfin voilà, il se passe plein de trucs au niveau perso, au niveau des motivations, etc. Donc, je pense qu'il faut garder une forme de souplesse. Il ne faut pas rester trop crispé sur ah ben moi, c'est moi qui ai apporté tel truc, tel machin, donc je mérite tant, quoi qu'il arrive. Ben non, en fait, peut-être qu'il y a 3 ans, ma motivation, c'était l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, ma motivation, c'est l'équipe. Et mes associés aussi, ils ont des. Enfin voilà, c'est vivant, donc il faut pas rester trop rigide sur on avait dit ça il y a 3 ans, donc ça reste ça. Les choses ont pu évoluer dans la vie des gens et c'est important de le prendre en compte. Voilà, moi j'avais ça comme point. Merci beaucoup, Camille. Du coup, maintenant, on va passer à la prochaine clause qui est très importante, notamment pour les fondateurs. C'est la clause de liquidité préférentielle. Et pardon, excuse-moi, j'ai juste oublié un truc. Pardon. Oui, bien sûr. Je voulais juste dire par rapport à. Nous, il y a un truc qu'on a fait qui. Quand on a signé notre pacte avec les investisseurs, ça faisait déjà 3 ans que la boîte existait. Et donc, on a considéré que même dans un cas de bad liver, donc même dans le cas où quelqu'un pique dans la caisse ou démissionne, comme la boîte a déjà créé de la valeur pendant les 3 dernières années, la personne qui part, même en bad liver, conserve une partie de ses parts. Donc, je voulais juste citer ça. Ah, j'ai un bug de réseau. Hop, je ne sais pas si je suis revenue. Ouais. Oui, on t'entend. Que du coup, c'est possible de négocier ça, en fait, si vous signez le pacte avec vos actionnaires, vos investisseurs, et que ça fait déjà 3-4 ans que vous avez fait la boîte, même en cas de liver, vous pouvez négocier de garder une partie de vos parts. Voilà, je voulais juste mentionner ça. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant d'avoir ce retour pratique. Donc, sur la clause de liquidité préférentielle, c'est un autre sujet, en fait. Comme vous le savez tous, le but des investisseurs, quand ils décident d'investir dans une société, c'est de pouvoir sortir en fait à un horizon qui est prédéfini et dans les meilleures conditions financières possibles, évidemment. Donc la clause de liquidité préférentielle, c'est une clause qui est systématiquement demandée par les investisseurs pour se protéger en cas de vente de la société dans des conditions qui seraient peu satisfaisantes. En fait, cette clause, elle va s'appliquer le plus souvent lorsque la société est vendue sur la base d'un prix par action qui serait inférieur au prix qui a été payé par les derniers investisseurs rentrés au capital. C'est un peu le worst case scénario pour les fonds d'investissement. Et la clause de liquidité préférentielle, elle est extrêmement importante pour les fondateurs puisqu'elle peut avoir un impact financier hyper négatif en cas de cession de la société, puisque en fait, cette clause, elle va prévoir une répartition inégalitaire du prix de cession, mais au détriment des fondateurs. Et je laisse Irina vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Maud, pour cette introduction. En effet, donc, lorsqu'on négocie cette clause de liquidité préférentielle, notre conseil à chaque fois est évidemment d'essayer donc de la restreindre au maximum, puisque comme Maud vient de l'exposer, c'est une clause qui est punitive, assez punitive pour les fondateurs.
Donc, on conseille, nous, de prévoir généralement une double limite d'application. La première, ce serait un seuil de déclenchement, donc prévoir qu'elle ne s'appliquerait qu'en cas de changement de contrôle ou en tout cas en cas de cession de la majorité des actions de la société. Et la seconde limite, ce serait c'est le prix de déclenchement, c'est-à-dire que prévoir que cette clause ne s'applique que si les actions étaient revendues à un prix inférieur au prix qui a été payé par les investisseurs au moment de leur entrée. Donc, je pense que vous l'avez compris, voilà, donc ce mécanisme va faire que tous les actionnaires ne recevront pas le même prix de cession par action. Donc, il y a donc une différence parfois qui est très importante entre les investisseurs et les fondateurs, donc évidemment au détriment des fondateurs. Normalement, le principe est que lorsque je détiens 20% du capital de ma société, je dois recevoir 20% du prix de cession. Avec cette clause, le principe est donc totalement bouleversé, mais il faut aussi comprendre l'intérêt des investisseurs là-dessus, parce que donc, les investisseurs, ils investissent. S'ils investissent, c'est pour qu'ils puissent partir avec une plus-value importante. Et donc, évidemment, il y a un risque énorme pour eux si la société était revendue avec un prix inférieur à leur prix de souscription. Donc, effectivement, cette clause, c'est vraiment un moyen de se protéger et de protéger les intérêts des investisseurs. Donc, généralement, comment ça se passe en fait? Comment se passe cette répartition inégalitaire? Donc, généralement, on prévoit plusieurs rangs de répartition du prix de cession. Le premier rang prévoit la plupart du temps que tout le monde récupère la valeur nominale des actions. Mais généralement, la valeur nominale, c'est 1 euro par action, donc ça va pas très loin. Et là, notre conseil pratique, donc on négocie toujours pour nos clients à ce qu'un pourcentage du prix de cession soit réparti entre tous les actionnaires avant l'application donc, du second rang. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement favorable aux fondateurs qui, à ce moment-là, vont pouvoir obtenir non seulement la petite valeur nominale de leurs actions, mais vont pouvoir obtenir une partie du prix de cession qui, en pratique, ce qui est marqué de pratique, en tout cas en ce moment, c'est de voir des pourcentages entre 5 et 20% du prix de cession. Ensuite, le second rang est la plupart du temps réservé aux investisseurs qui demandent justement à récupérer après le premier rang leur mise, c'est-à-dire le montant initial de leur investissement. Et là, il faut faire très attention, même si en France, c'est pas ce qui est forcément très marqué de pratique, mais il faut faire attention à ce que le second rang ne prévoit en fait que le remboursement du montant investi et non pas un multiple du montant investi. Par exemple, il faut évidemment éviter à ce que le second rang prévoit un remboursement de 2 ou 3 fois le montant de l'investissement initial des investisseurs. Là, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les fondateurs. Et enfin, le troisième rang, donc une fois que les investisseurs ont récupéré leur mise, il est souvent prévu que ce qui reste, donc c'est le solde du prix de cession, ce solde va pouvoir être réparti entre tous les actionnaires. Là encore, on a aussi un conseil pratique important parce que nous, on essaye de négocier pour nos clients à ce que justement ce solde soit réparti uniquement entre les fondateurs et non pas avec les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'on estime que les investisseurs se sont déjà servis une fois. Et donc, on essaye toujours de négocier à ce que les fondateurs, à ce que ce troisième rang justement soit réservé aux fondateurs, mais c'est une négociation qui est généralement assez difficile et tendue, en tout cas lourde à mener. Je pense que vous l'avez compris, les intérêts étant très divergents pour cette clause. Donc là, je vais laisser Camille un petit peu vous raconter son retour d'expérience lorsqu'elle a été confrontée face à cette clause dans son pacte d'associés. Ouais, merci. Donc, effectivement, tout à l'heure, je disais que moi, j'avais priorisé 2 sujets sur la négo du pacte et c'était effectivement le lever et la liquid pref. Et c'est ce que disait Irina, c'est que donc, la première chose, donc l'idée d'avoir un carve-out, donc de considérer que le prix de cession, il y a un pourcentage initial qui est réparti de manière équitable entre tous les actionnaires, ce que disait Irina, ça c'est vraiment super parce que c'est un super garde-fou pour vous en tant que fondateur, parce que si la société se vend mal, vous savez que vous gagnerez quand même quelque chose. Et c'est un truc que je trouve relativement facile à faire passer dans le sens où
une somme d'argent qui paraît faible pour un investisseur paraît quand même énorme pour une personne lambda. Donc, c'est relativement facile de négocier un carve-out où tout le monde est content parce que en tant que fondateur, toi, si tu récupères, je sais pas, quelques centaines de milliers d'euros en cas de mauvaise vente, ça fait quand même la différence. Tu es content de gagner quelques centaines de milliers d'euros. Là où l'investisseur, il va s'en ficher un petit peu de perdre un peu d'argent s'il est sûr que en cas de mauvaise vente, le fondateur va rester motivé et que de toute façon, comme disait Irina, ils ont le deuxième rang où ils sont sûrs de se rembourser. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé, donc le carve-out, le premier rang, j'ai trouvé ça relativement facile à négocier. Ce que j'ai trouvé plus difficile à négocier, c'est ensuite. C'est-à-dire que négocier que le rang 2, ça soit juste un remboursement, c'est pas forcément facile à obtenir, ça. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il y a une question de priorisation. Moi, personnellement, une fois que j'avais obtenu un carve-out, le reste, je m'en fichais un petit peu dans le sens où je me disais soit la société va se vendre super, super bien et tout le monde sera content, on aura plein de sous, soit la société se vend mal et à minima, j'ai mon carve-out au début. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut reconnaître quand même que l'investisseur, la raison pour laquelle il est là, c'est pour gagner de l'argent. Donc, forcément, quand on touche à l'argent qu'il va gagner, ça le hérisse un peu et c'est normal, c'est l'accord, quoi. Moi, en tant que fondatrice, mon objectif n'est pas que de gagner de l'argent. J'ai un objectif qui est de matérialiser une idée, d'avoir une vie d'équipe qui est sympa. Donc voilà, c'est important de respecter là où l'investisseur il a besoin à un moment ou à un autre de récupérer de l'argent. Donc c'est normal qu'il y ait une liquid pref. Par contre, juste, oui, j'avais deux choses là-dessus. Moi, un truc que j'avais un peu sous-estimé, mais on en reparlera au moment de la gouvernance, j'avais sous-estimé à quel point, en tant que fondateur, on est indispensable. C'est quelqu'un du Galion qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, mais en fait, les fondateurs, on sous-estime vachement notre valeur. Et donc, vous avez une force de négo qui est quand même énorme. Et moi, je l'avais pas mal sous-estimé au début. Vous avez une puissance de frappe là-dessus. Mais attention, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à bien respecter la relation. Les investisseurs, ils sont là pour gagner de l'argent, c'est leur boulot. Donc, il ne faut pas jouer au rapport de force, quoi. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment entendre l'investisseur, lui, c'est quoi ses contraintes à ce moment-là où on a négo. Merci beaucoup, Camille. Après, on devait aborder la clause de liquidité, mais là, l'heure tourne, donc on va la passer. Si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser à la fin, pendant le Q&A sur la clause de liquidité. Donc, on va passer directement à l'étape qui est de bien structurer votre gouvernance. Donc, en fait, quand on a des investisseurs au capital de la société, ils demandent presque systématiquement en fait, de mettre en place un board au sein duquel on va avoir d'un côté les représentants des fondateurs et de l'autre les représentants des investisseurs. L'existence d'un board, ça va permettre aux investisseurs de contrer en gros les pouvoirs opérationnels des dirigeants. Nous, on le voit dans les dossiers, très souvent, les fondateurs, ils voient la présence des investisseurs au board comme une chose très contraignante, mais on observe, nous, en fait, le board leur permet de prendre un certain nombre de décisions de manière collégiale et donc d'être challengé dans la prise de ces décisions qui sont importantes. Et en réalité, c'est un vrai point d'enrichissement pour le projet. Donc maintenant, on va vous présenter les gros points de négo quand on met en place un board. D'abord, il faut fixer ses pouvoirs et sa composition. Et ensuite, il va falloir négocier les majorités au sein du board et les décisions qui vont être soumises au board. Donc d'abord, quels sont les pouvoirs du board? Il existe deux types de board. Soit il peut être consultatif, soit il peut être décisionnaire. S'il n'est que consultatif, il donne que son avis. Mais en général, il est décisionnaire. Donc, quand le board est décisionnaire, il va devoir autoriser un certain nombre de décisions stratégiques pour que les décisions des dirigeants et de l'AG qui seront prises par la suite soient valables juridiquement. Voilà, je laisse Irina vous présenter les trois autres aspects très importants sur le board. Oui, donc l'aspect suivant, c'est quand même la composition du board. Donc, comme Maud vient de vous le dire, donc généralement, il y a deux groupes, donc le groupe des fondateurs et le groupe des investisseurs. Tous les investisseurs, il faut savoir qu'ils ne vont pas se retrouver membres du board, mais il y aura seulement un, voire deux investisseurs les plus importants qui vont représenter les intérêts de tous les autres investisseurs.
lorsqu'il y a plusieurs investisseurs, c'est plus sain et plus simple à gérer en pratique, car il y a toujours un moyen de changer, voilà, de nommer un autre membre investisseur au board, ce qui n'est pas du tout le cas lorsque vous avez un seul fonds d'investissement qui va nécessairement être le seul membre représentant les investisseurs au board. Nous, on recommande toujours en fait, à nos clients de se renseigner avant de faire l'opération sur les sociétés dans lesquelles le fonds en question est présent au board pour qu'ils puissent anticiper au maximum le comportement du fonds en question, ce qui est vraiment un retour d'expérience extrêmement important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en général, la personne qui va être au board est la personne avec laquelle vous allez négocier pendant le deal, donc avec laquelle vous allez conclure le deal, mais c'est aussi la personne que vous allez avoir tout au long, en tout cas, de la prise de participation du board dans le capital de votre société. Donc, il y a un fort aspect, si vous voulez, feeling entre, d'un côté, les fondateurs et ce représentant du fonds d'investissement, qui aura donc un poids majoritaire dans la position du fonds, voilà, dans la position que le fonds prendra par la suite sur les différents sujets stratégiques de votre société jusqu'à l'exit du fonds en question ou l'exit tout court de tout le monde. Un autre point important à voir rapidement, ce sont les majorités. Voilà, donc évidemment, ce qu'on découvre souvent dans nos dossiers, c'est le fait que souvent dans nos clients, il y a toujours une confusion en fait, en tout cas, entre les majorités de l'AG et les majorités au sein du board. Concernant le board, il y a un point important à retenir, c'est qu'une personne, une tête égale une voix. À la différence évidemment des votes en AG, où le nombre de voix est proportionnel au nombre d'actions. Donc, au sein du board, peu importe le nombre d'actions que vous détenez, vous pouvez être majoritaire, mais au sein du board, vous allez simplement avoir une seule voix. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit dans l'équilibre que vous allez fixer pour la prise de décision stratégique avec les autres membres du board. Et rapidement, un dernier point que je souhaiterais évoquer aujourd'hui sont les décisions qui sont soumises au board. Donc, on encourage généralement à ce qu'il y ait une liste exhaustive de décisions qui sont soumises, voilà, qui soient vraiment limitées et qui est généralement souvent négociée de manière à restreindre au maximum l'intervention du board, mais de manière aussi à permettre quand même aux fondateurs d'être challengés sur les décisions importantes et stratégiques qu'ils doivent prendre et donc de bénéficier de l'expérience de leurs investisseurs. Il est donc très important de négocier cette liste pour l'adapter au stade de développement de votre société. Évidemment, notamment, par exemple, en fonction du chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires de la société est de 1 million, on va fixer des seuils qui sont différents pour une société qui génère un chiffre d'affaires de 100 000 euros, par exemple. Et rapidement sur la liste de décisions, donc quelques exemples, dans quel sens ces décisions stratégiques qui passent la plupart du temps par l'autorisation préalable du board. Ce sont les décisions qui concernent la rémunération des dirigeants. Ça peut concerner aussi les nouveaux tours de table, donc les nouvelles levées de fonds que vous allez faire. Ce sont des décisions qui peuvent concerner aussi l'embauche des salariés clés qui sont payés au-delà d'un certain montant, donc à négocier. Ça peut être aussi l'autorisation d'emprunt que la société souhaite conclure, d'emprunt bancaire notamment, au-delà aussi d'un certain montant, ou encore la vente d'actifs stratégiques de la société. Donc, pour résumer, il faut donc regarder la liste de décisions attentivement, car il faut que ces décisions se cantonnent à des décisions stratégiques et que leur montant soit réaliste pour le projet en question. Donc, il va falloir donc bien encadrer cette liste. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il est, en général, c'est que après le deal, donc une fois qu'on a conclu, une fois qu'on a closé, il est extrêmement pour les dirigeants de prendre leur place en tant que dirigeants au sein du board. Nous, on accompagne certains de nos clients dans le cadre de leur board, notamment au moment de la tenue des boards et tout au long du process. Et je pense que je vais laisser la parole à Camille qui va pouvoir justement vous faire un vrai retour d'expérience en la matière parce qu'elle fait ça de manière régulière.
Ouais, merci Irina. Je ne vais pas parler trop longtemps pour qu'on prenne les questions, mais du coup, tu as dit plein de choses qui étaient très, très essentielles. Il y a peut-être 4 choses que j'aimerais dire. Donc, insister sur ce que tu disais, Irina, sur bien se renseigner en amont sur qui on veut au board et donc parler à des boîtes qui ont tel fonds, tel fonds, tel fonds au capital. Ça, c'est vraiment important. D'autant plus que les réputations sont quand même, c'est assez facile de savoir, voilà, de comprendre les réputations. Donc, se renseigner. Et après, sur le board, il y a 3 trucs que j'aimerais dire. C'est donc, c'est rassurer. Un des boulots du dirigeant de la SAS, c'est de rassurer les investisseurs. Et rassurer, ça peut vouloir dire plein de choses, mais en tout cas, il y a vraiment cette question de vraiment porter la vision, de les inspirer, même quand ça va mal, de toujours trouver une façon de raccrocher à la vision. Et les meilleurs, moi, ce que je trouve, voilà, les meilleurs dirigeants, c'est ceux qui arrivent à faire vivre leur vision, quelle que soit la situation, que ça aille bien, que ça aille mal. Le deuxième truc, c'est structurer. Pour que le board soit utile, il faut bien structurer les questions qu'on va leur poser, donc structurer l'info qu'on leur donne et structurer la question, parce que les investisseurs de très bonne volonté, ils n'ont pas un temps infini à accorder à la boîte. Donc, mieux on structure et plus on aura des réponses intelligentes à nos questions. Et peut-être un troisième point qui est un peu plus une question d'opinion, mais j'ai l'impression que c'est important de comprendre son style. Quand on en est à ce niveau-là de la vie de la boîte, on a compris son style de management et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une boîte, qu'on arrive à manager des gens. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait aussi un style managérial dans le board, en fait, et de comprendre. Donc, moi, par exemple, mon style, il est plutôt démocratique. Et du coup, les questions de un tel à tant de voix, les votes se passent à telle ou telle proportion, pour moi, c'est peu important parce qu'on a tendance, avec mon associé Jamil, qui est au board également, on a tendance tous les deux à plutôt chercher un consensus. Et donc, au final, savoir si machin a un vote ou deux, est-ce que ça se vote en AG ou en CS, finalement, on s'en fiche un petit peu parce que on essaye de se convaincre, en fait, au board. On se convainc les uns les autres et quand on est d'accord, on prend une décision. Voilà. Il y a plein de questions. Hein. Super. Merci beaucoup Camille merci beaucoup Camille pour pour ce retour vraiment extrêmement précieux, ce retour d'expérience. Il n'y a rien de mieux que ça c'est certain. Alors donc vous voyez, donc là on vient d'énumérer rapidement et de vous expliquer les clauses qui sont les plus tendues dans les négociations avec les investisseurs du fait de leurs enjeux financiers importants. Donc vous voyez, très souvent moi je vois en pratique des fondateurs qui négocient énormément la valorisation de leur société et qui négocient exclusivement en estimant que c'est vraiment le point le plus important. Vous voyez, évidemment il est important de bien négocier la valo, mais elle n'est absolument pas suffisante. Puisque les autres clauses du pacte, notamment celles qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, ont un impact, peuvent avoir vraiment des impacts financiers absolument très importants, en tout cas pour les fondateurs. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que le pacte n'est qu'un écrit, donc le pacte n'est pas gravé dans le marbre. Évidemment, c'est une barrière de sécurité si les actionnaires n'arrivent pas à discuter entre eux et n'arrivent pas à trouver un meilleur accord que l'application du pacte. Vu l'heure, je vous propose qu'on passe sur le sujet concernant la protection des dirigeants et qu'on passe directement aux questions-réponses. Évidemment, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur les différents sujets qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Ce que tu viens de dire, Irina, là, je trouve que c'est très important de ne pas trop se prendre la tête sur la négo de la valo. Ouais, parce qu'en réalité, franchement, ça s'est fait en 2 coups de cuillère à peau en fonction de ce qu'on lève et de où on en est du chiffre d'affaires. La valo, elle se négocie rapidement. Et de toute façon, il ne faut pas qu'elle soit trop élevée pour ne pas galérer dans les tours suivants. Et il ne faut pas qu'elle soit trop basse parce que ça n'a pas de sens, en fait, de prendre une valo trop basse. Aucun investisseur ne va essayer de vous arnaquer à ce point-là sur la valo. Ce n'est pas leur intérêt non plus. Donc, ça se fait assez vite, je trouve, la négo de la valo. Il y avait des questions là sur dans questions-réponses. Il y a Guy Olivier qui dit que effectivement dans le Good Bad Liver, si on transfère ces titres via une holding patrimoniale, mais en fait les questions de holding patrimoniale, je pense que c'est pas la peine de les traiter là parce que c'est classique en fait dans les textes. Si vous avez une holding patrimoniale, évidemment vous pouvez apporter vos actions sur votre holding, c'est pas considéré comme un liver. Ouais. Il y a d'autres questions que vous vouliez prendre, Maud ou Irina?